Et boum les gars, bienvenue sur un nouvel épisode du Shaker Show, le premier podcast plus ou moins court et par conséquent plus ou moins efficace qui vous parle de toute l'actualité du CrossFit et de l'entraînement fonctionnel en général. Comme à mon habitude, pour ce soir, je me la joue pas solo, mais dans le schéma, j'ai changé plutôt que de discuter avec mon jumeau adopté qui est Gauthier Hockey. Ce soir, je l'ai laissé tranquillement se reposer après le WISCamp qu'il a vécu ce week-end. Il a encore plein de courbatures. Et par contre, je l'ai remplacé, à mon avis, par un invité de qualité, puisque en fait, ce soir et pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Sean Seal, parce qu'on s'est un petit peu briefé ensemble sur la prononciation de son nom de famille. Donc, Seal, c'est comme les Seal ou comme un Navy Seal, donc je n'ai pas dû me planter. Sean, comment ça va? Parfait, tu as fait ça très très bien, Ellie. Écoute, ça va très bien, je te remercie. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi ce soir. Déjà pour commencer, pour ceux qui auront la chance d'avoir la vidéo sur YouTube, dis donc, ça a l'air d'être sympa chez toi. C'est Feng Shui. Eh bien, Ouais, c'est pas chez moi. Regarde, alors, comme je disais avant, pour ceux qui ont la vidéo, il y a même une plante ici. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Je ne suis pas chez moi, je suis à Toulouse parce que je donne un séminaire ce week-end à CrossFit Rive Droite. Et du coup, j'ai fait 7h30 de route aujourd'hui et je suis bien arrivé à Toulouse. Et ça, c'est le beau petit appart que j'ai trouvé pour les quelques jours suivants. Donc, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Pas mal. Je suis en train de voir sur la vidéo, moi aussi, il y a des plantes en fait sur mon décor. Je me dégoûte quand je vois ça. En même temps, j'ai l'impression que ça me fait comme des cheveux à côté de l'oreille Ça fait gauche. presque des cheveux. Donc, Pas la bonne couleur, mais ça fait des cheveux, ouais. donc, si tu dis que tu es à 7h30 de route, c'est parce que si je dis pas de bêtises, tu es suisse et tu viens de quelle ville exactement en Suisse? À Nyon, c'est la ville la plus rapide de Suisse. C'est entre Genève et Lausanne, sur le bord du lac Léman, très près de la France. Alors, juste pour être sûr, j'ai bien calculé cette vanne. Et c'est parce que cette ville, quand tu la prononces, c'est Nyon, c'est ça? Ok, pas mal. Je crois que, non, en fait, on va te faire venir comme invité récurrent. Je pense que on va vraiment si ça, c'est ton niveau de vanne. Vraiment, on va vraiment t'adopter avec Gauthier parce que c'est vraiment notre truc. Retenez ça, ok? Le mec n'est pas que compétent, il a aussi de l'humour. Donc, on va vraiment le prendre. Écoute, je ne serai pas On très loin essaye. de Lyon la semaine prochaine, si tu veux tout savoir. Je vais être à Morges, ça, si je prononce bien. Dans une, En dans... Suisse, Ouais, en Suisse, dans une box. c'est Morges. C'est Morges. Morges. On prononce pas les. Ouais, on a toujours un petit joke avec Claudia quand je monte en Alsace parce que vous aimez bien prononcer les dernières lettres des mots. Donc, par exemple, en Suisse, on dirait un stand. Donc, moi, j'avais un stand aux Alsace Throwdown. Pour Claudia, j'avais un stand. Et le matin, elle aime bien faire des wraps. En français, vous dites des wraps. Ben Et moi, oui. en Suisse, on dit des wraps. Donc, l'année prochaine, on a décidé qu'on aurait un stand de wrap aux Alsace Throwdown. Et maintenant, il faut que j'arrive à jouer le Morges là-dedans. Mais ouais, en Suisse, on dit Morges. Mais t'es pas loin, c'est bien. Ouais, écoute, ouais, ça, je vais apprendre de toute manière. Mais écoute, j'y passe 3 jours. Je vais avec. Tu viens de donner des stages sur mes terres et donc, du coup, je donne des stages sur les tiennes. Et j'ai la chance d'aller travailler quelques jours là-bas avec mon collègue David. On va aller faire une séance de développement des équipes à CrossFit Morges pendant du coup 3 jours, à la fois du côté des coachs et du côté des head coachs. Je t'avoue que j'ai assez hâte. Je pense que ça va être assez cool de déjà passer un moment avec des entraîneurs, puis de repartir à découvert. Parce que en général, quand je vais au restaurant en Suisse, c'est ce qui m'arrive. Je repars à découvert, tellement ça ponce mon compte en banque. Mais voilà, en tout cas, Ouais, on sera ouais, voisins quelques jours. c'est dur sur le compte en banque, mais ça vaut la peine. Et surtout pour la vue à Morges, tu verras, tu es juste sur le lac. CrossFit Morges, tu diras bonjour à Guillaume de ma part. OK? Et puis on se croisera, comme tu as dit, on sera à Paris, donc on se croisera là-bas. Moi, je reviens en coup de vent mardi soir et après, je pars à Paris mercredi avec ma petite femme en jour et puis après, un petit week-end là-bas. Donc, on se verra à Paris. On se croisera en route certainement. Bon, ça roule. Écoute, l'idée du podcast, pour tout te dire, c'est que dernièrement, j'ai eu la chance de partir en vacances avec notamment une personne qui est relativement, si ce n'est connue, au moins reconnue dans le monde du CrossFit. Euh, c'est Célia Gabiani, que tu connais peut-être. Ok. Et Un petit peu. elle a pas cessé de faire deux trucs pendant qu'on était en vacances. Le truc numéro un, c'est de garder son cul sur un ergomètre au moins pendant 50 minutes par jour. Et le truc numéro 2, c'est de m'expliquer en long, en large et en travers comment le travail qu'elle effectue avec toi sur les ergots et à différentes intensités de travail, finalement, ça avait une grosse transférabilité sur ce qu'elle faisait en CrossFit de manière générale, tu vois, notamment sur les WOD. Et, euh, et du coup, n'étant pas moi-même réputé
pour être une machine qui aime les efforts trop longs, je me suis dit, bah tiens, ça peut quand même être intéressant un petit peu de discuter de ça. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être l'objet un petit peu de l'épisode de ce podcast. Et déjà, pour commencer, j'aimerais un peu toi comprendre d'où est-ce que tu viens d'un point de vue sportif, d'un point de vue aussi d'entraîneur, parce que c'est aussi de ça dont on parle, pour qu'on puisse un peu situer. Donc, niveau sportif, j'ai fait pas mal de choses étant plus jeune. J'ai fait du foot, du judo, du karaté. Et à 17 ans, j'ai commencé à jouer au rugby en Suisse. J'ai joué en équipe junior suisse qui n'a rien à voir, on est d'accord, avec le niveau junior français, par exemple, le junior national français, ça n'a rien à voir. Moi, j'étais en équipe suisse de rugby parce qu'il n'y avait pas assez de monde. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc, ouais, j'ai fait un peu mes écoles de rugby à Nyon. Et puis ensuite, je suis parti au Canada. Je suis parti au Canada, c'était il y a quoi? Ça devait être il y a 11 ans de ça maintenant. D'ailleurs, dans 2 jours, c'est l'anniversaire de rencontre avec ma femme de 11 ans, je crois. Ok. Donc, ouais, il y a presque exactement 11 ans, je pars au Canada. Après être parti en Australie, et je ne voulais plus voir la Suisse. J'avais fait 1 an et demi de service long à l'armée, que j'ai adoré, qui m'a beaucoup apporté, mais je pouvais plus, fallait que je parte après ça. Et du coup, je suis parti en Australie 6 mois. Ensuite, je suis parti au Canada. Je rencontre ma femme là-bas dans une soirée rugby, comme on les aime. Je ne pensais pas Attends, rencontrer ma femme. Je j'espère que pensais pas ça rencontrer n'a ma rien femme à voir là-bas. avec la France. Alors oui, non, c'est tout pareil. Vancouver, ils savent faire la fête et les rugbyman là-bas, ils jouent bien et ils font bien la fête aussi. Donc ouais, c'était une de ces soirées-là. Et puis en gros, pour ne pas faire trop long sur l'histoire, parce que tu as dit qu'on essayait de garder le truc en dessous de 3h30, donc on va faire ce qu'on peut. Imhotep. Ouais, voilà, ça va, ça va. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Rugby, donc après, j'avais découvert le CrossFit avant de partir au Canada, sur Internet, un peu comme tout le monde. Donc, il y a 11 ans de ça, ça fait un petit moment quand même. Et j'avais commencé à pratiquer quand j'étais là-bas. J'étais allé à CrossFit Vancouver, qui était une gym assez ancienne de ce que je comprends en Amérique du Nord. J'avais eu la chance de bosser en indiv parce en gros, ils te font des classes d'intro là-bas qui sont Mhm. individuelles. Et ensuite, quand tu es prêt, ils t'intègrent dans leur groupe. C'était un format hybride extrêmement intéressant là-bas. En gros, c'est le coach qui t'encadre pour ton on-ramp ou pour tes fondations, qui va ensuite t'avoir dans sa classe à chaque fois. Donc, les coachs connaissent bien leurs adhérents, etc. Moi, j'ai fait les 10 cours avec une dame qui s'appelle Emily Beers, qui était au game, si je ne me trompe pas, à l'époque. Et donc, j'ai fait mes 10 cours avec elle. Et ensuite, j'ai décidé de m'entraîner tout seul à la maison. Donc, j'ai acheté une barre. J'ai fabriqué une barre avec des tuyaux pour les tractions. J'avais mes bumpers dans le driveway derrière la maison. Enfin, c'était vraiment le setup à l'américaine, un peu sans le garage, parce que je n'avais pas le luxe d'avoir un garage. Donc, voilà, on faisait avec ce qu'on avait. Et au travers de ça, alors, j'ai jamais fait de compète en CrossFit. Par contre, au travers du CrossFit, j'ai découvert l'haltéro. Et du coup, j'ai fait de la compète en haltéro pendant 2 ans au Canada, donc des petites compètes régionales. Et puis, en parallèle à ça, j'ai commencé à me former en tant que coach parce que je passais mon temps à écouter des podcasts, à lire des bouquins. Je me rappelle, j'avais Science and Practice of Strength Training de Zasiorski et Kramer dans mon sac pour aller au job tous les jours. Donc, je lisais ça dans le bus, dans le train, etc. Et ma femme, un jour, m'a dit, et d'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ma femme. Donc, merci chérie. Elle m'a dit, en gros, il faut que les gens ils commencent à te payer pour toutes ces études que tu fais à côté parce que tu passes tellement de temps à rechercher, à comprendre. Et du coup, j'ai dit OK. Du coup, j'ai arrêté de faire ce que je faisais avant, qui était de la peinture en bâtiment. Ok. Et j'ai passé mon diplôme de coach avec la NSCA, qui est le Ah CPT, ouais. qui est Certified Personal Trainer. Et j'ai commencé à bosser. Donc, j'avais autant des clients privés que des coachings de groupe dans des petites salles. Ça m'a pris, je dirais, 2 ans et demi pour vraiment faire mon petit réseau et mon groupe de clients. À ce moment-là, je coachais 100% en indiv et en petit groupe aussi dans un studio privé à Vancouver. En parallèle à ça, j'avais évolué de l'haltéro vers du rameur indoor, donc rien à voir. Et j'ai pratiqué ça avec acharnement pendant 1 an et demi. J'ai fait une ou deux petites compètes locales aussi là-dessus, donc ça, c'était assez fun. On en reparlera un petit peu après du rameur. Et donc, après ça, on est revenu en Suisse il y a de ça maintenant 3 ans et demi. Et donc, depuis que la première année, c'était un peu turbulent parce que tu repars à zéro avec les clients. Donc, j'ai repris un job à côté. Je faisais la prépa physique avec le club de rugby à Nyon. Je faisais mes coachings. Donc, je bossais à peu près 27 heures par jour.
et je me suis largement cramé pendant une année et j'en ai payé un peu les pots cassés, mon dos qui m'a vraiment ruiné pendant 2 ans, je dirais, mais en grande partie du fait que je dormais pas Ouais, et j'étais grave. une charge mentale et de travail qui était vraiment juste beaucoup, beaucoup trop haute. Et puis ben, maintenant, pour avancer un petit peu, ben, je porte pas mal de casquettes. Je fais encore un petit peu de coaching privé, même si ça commence à gentiment s'éclipser parce que ben, toutes mes autres activités prennent un petit peu le dessus et j'ai la chance d'adorer ce que je fais. Donc, j'essaie de pousser dans cette direction. À l'heure actuelle, je fais de la formation pour les coachs au niveau éducation, surtout autour de tout ce qui est de la physiologie de l'exercice et du conditionnement. J'effectue des tests de profilage physiologique aussi, que ce soit pour des coachs qui veulent se former et apprendre comment ça fonctionne et apprendre voilà, à quoi ça sert et comment ils peuvent ensuite, eux, appliquer certains concepts, pas nécessairement tout le test avec tous les outils, mais certains concepts dans leur pratique. Je travaille avec des athlètes également, que ce soit CrossFit, sport de combat, aviron, biathlon, des gars qui font de la voile. Je travaille avec pas mal de sports différents à ce niveau-là. J'anime également un podcast et une chaîne YouTube. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Et puis j'ai commencé à donner accessoirement des séminaires également pour les coachs. Donc, et puis aussi pour les pratiquants. Donc voilà, Et t'es la liste papa. est un peu longue. Pardon? Et je suis papa aussi, ouais. Accessoirement. Et marié aussi. Donc Ta femme, voilà, elle est on fait suisse ou au elle est mieux. canadienne? Elle est canadienne. Je suis allé la chercher et je l'ai ramenée à la maison. Ok, pas mal. Remarque, j'ai envie de dire, la Suisse avec la montagne, etc., c'est peut-être le truc qui ressemble le plus possible au Canada que tu aurais pu lui proposer. C'est déjà ça. Ok. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus, Vancouver, pour ceux qui y sont allés, si tu es en ville et que tu regardes face au nord, eh ben, tu as le inlet, donc tu as l'eau en fait, l'océan qui rentre un petit peu dans les terres. Et ensuite, tu as the North Shore avec les montagnes. Et en gros, nous, on est, donc, comme je t'ai dit, au bord du lac Léman, à Nyon. Et donc, quand tu es face au lac, tu as l'eau et derrière, tu as les Alpes. Donc, le setting est très, très similaire. La grande différence, c'est qu'en Suisse, il y a un petit peu de soleil. Alors qu'à Vancouver, eh ben, c'est super. Les gens, ils adorent Vancouver parce qu'ils vont tous visiter en été. Ils disent, putain, c'est génial, il fait chaud, tu peux aller à la montagne, tu peux aller faire ci. Ouais, mais tu n'as pas passé les 10 autres mois à Vancouver où Aïe. il fait dégueulasse et il pleut. Donc, ouais, c'est un peu, ça plombe un petit peu le moral, honnêtement. Je suis très, très content d'être venu en Suisse pour cette raison parmi d'autres. Mais voilà, au moins, on a du soleil en Suisse, mais c'est vrai que le paysage, l'horizon est assez similaire à l'heure actuelle. Moi, je suis content que tu aies abordé aussi, on va se recadrer après sur ce que tu fais, parce que moi, j'avoue, c'est ce qui m'intéresse de te manger un peu le cerveau, mais je suis très content que tu aies parlé aussi de ce que tu as pu voir à Vancouver en termes de mode hybride, tu vois, de ce qu'on peut trouver dans le CrossFit et dans les salles affiliées. Parce qu'en France, on est encore on est dans un truc, parfois, tu as l'impression que tu as une dichotomie, tu as d'un côté les box CrossFit qui sont très axés sur la perf, de l'autre, tu as des box qui vont agiter un drapeau que je respecte beaucoup, hein, qui est le drapeau du sport santé, mais comme si finalement c'était deux activités différentes qu'on faisait, tu vois. Une stylée, on va dire, et une chiante, tu vois. Et en fait, moi, pour avoir vu que ce soit CrossFit Laboratoire, que ce soit Montréal Pro 1, aussi peut-être que tu vois un peu à Montréal, ou là l'exemple que tu me donnes, c'est qu'en fait, même Glassman, dans ce qu'il a. Genre, aujourd'hui, il y a un consensus autour de la manière dont les choses se déroulent dans une box, tu sais, des cours de 1 heure, le mot du jour, des cours à thème, etc. Mais en fait, en vérité, entre le mec qui va s'entraîner tout seul, qui va s'extraire de la communauté et faire que de l'open gym, et le gars qui vient faire que son vote du jour, qui va durer toujours 1 heure, tu vois, et qui va se barrer, en fait, t'as plein de schémas hybrides qui sont possibles et qui sont complètement à la discrétion des mecs, tu vois, qui ont leur structure et qui entraînent, tu vois. Donc, et qui peuvent complètement faire en sorte qu'il y ait une putain de croisée des chemins entre la communauté et la perf pour ceux qui veulent faire de la perf ou j'en sais rien, moi, ceux qui ont envie d'avoir 12 abdos striés parce que l'été, c'est stylé. Enfin, tu vois, tu as plein de trucs. Et c'est cool, tu vois, de rappeler un peu ça parce que des fois, j'ai le sentiment qu'on est enfermé dans certains schémas. Tu vois, il y a ce qui fait que la méthode fonctionne dans le fond qui ne doit pas changer, à mon sens, ou du moins comprendre quand même qu'il y a t'as certains rouages qui sont très importants, surtout pour les gens qu'on entraîne, nous, qui souvent, à la grande majorité, vont s'entraîner quoi? Peut-être 3 à 4 fois par semaine. Donc, il y a quand même des grands trucs qui devraient rester relativement immuables. Mais par contre, autour de ça, tu as plein de manières différentes de faire les choses. Donc, une nouvelle fois, je crois que le CrossFit Laboratoire, malheureusement, c'est une salle qui a fermé.
parce que j'ai vu qu'il y a une autre salle en France qui a récupéré ce nom-là. Donc, ça doit plus malheureusement exister. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je donne toujours cet exemple, mais allez voir du côté de Montréal Pro 1, où, comme tu dis, il y a un vrai profilage avec l'entraîneur, une proc dédiée en fonction du type de profil avec lequel il te met, et une communauté qui se crée, parce que finalement, les athlètes qui ont le même profil s'arrangent pour se retrouver à la même heure. Et le coach, au lieu de donner des sessions de temps qui sont programmés à l'avance, bah, c'est juste que lui, en fait, il coach les mecs en temps réel quand ils sont là, ce qu'on appellerait nous un coach plateau en France. Je ne sais pas si vous avez ça en Suisse, mais sauf que voilà, le mec, il n'est pas là pour faire de la présence, il est avec les différents groupes qui viennent s'entraîner et c'est hyper cool. Et j'avais jamais entendu cet exemple de, du coach qui va prendre en séance d'initiation, disons en one-to-one un mec, pour ensuite aussi être là dans sa phase d'intégration dans les WOD qu'il va prendre. Franchement, je trouve ça hyper smart, même pour créer de la relation et pour que toujours la personne qui s'inscrit dans une box, elle a un point d'ancrage, quoi qu'il arrive. C'est bon, je connais personne, tu as fait du judo et du karaté, donc tu connais cette sensation, soit quand tu rentres dans un nouveau dojo ou quand tu es toi qui es la ceinture blanche et tu es à l'extrémité droite, tu vois, de la ligne d'élève. Bon, bah, au moins, tu te dis, voilà, je connais personne, mais le mec là-bas, lui, je le connais, c'est un peu mon ancrage. Franchement, je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. C'est extrêmement intéressant mais je pense qu'ils étaient très avant-gardistes dans leur manière de faire les choses là-bas à CrossFit Vancouver. D'après ce que je comprends, c'était un modèle coopératif en fait pour la salle. Donc, c'était encore une fois, c'était assez nouveau, je crois, à l'époque et même maintenant, je ne sais pas si on en voit beaucoup, mais c'est une des choses qui me fascine le plus. Maintenant que j'ai la chance de voyager un petit peu et de rencontrer des gens, là, à midi par exemple, j'ai eu la chance de m'arrêter à Montpellier, donc je suis passé à CrossFit Clapier. J'ai mangé à midi avec Matt et avec Luc, c'était génial. Et à chaque fois, ma question, c'est toujours comment s'organiser vos cours, comment est-ce que vous vous organisez entre les compétiteurs et monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous avez des classes à thème? Est-ce que c'est tout votre du jour? Parce que, comme tu l'as dit, il y a une méthode derrière, il y a une philosophie, mais après, il y a autant de manières de l'appliquer qu'il y a de honneurs de boxe. Et après, en plus de ça, tu rajoutes la contrainte du fait que, eh ben, une fois que tu as fait les choses d'une certaine manière pendant plusieurs années, eh ben, si tu veux introduire un changement, eh ben, ça crée énormément de remous au sein de la communauté. Et c'est, je pense, un des challenges les plus compliqués, mais certainement aussi les plus intéressants, c'est de se dire, maintenant que tu as eu ta boxe pendant 4-5 ans, toi, tu as évolué en tant qu'honneur et tes coachs également, et vous avez certainement peut-être envie d'implémenter des choses que vous n'aviez pas fait au départ. C'est normal parce que tout le monde grandit et évolue. Et comment est-ce que tu amènes des changements dans ta structure pour que ce soit bénéfique à tout le monde et tu sais pourquoi tu le fais et tu sais que ça va servir à tous et à toutes, mais sans trop perturber les choses, sans perdre des adhérents, etc. C'est extrêmement intéressant comme conversation. Je n'ai pas de salle à l'heure actuelle, mais c'est une problématique qui me fascine. Bah, je parlais une fois là, cet été quand je travaillais aux Games, tu vois, j'ai commenté les Games. Donc, c'est vraiment une activité que je te recommande un jour de faire si tu en as la chance. Ça te permet vraiment de parler 12 heures sans t'arrêter et de dire un sacré paquet de conneries parce que tu sais qu'à un instant T, il y a très peu de gens qui écoutent. Donc, tout se passera bien. Et on a rencontré le patron d'une ancienne chaîne de salles affiliées CrossFit, dans le sens où on en avait plusieurs, parce qu'on n'a pas vraiment de chaîne chez nous, le patron de Brick. Et en fait, ce gars-là, il disait, vous savez, quand même très souvent, vous avez des décisions à prendre. Ce n'est pas les décisions qui sont populaires, mais c'est les bonnes décisions. Et c'est aussi, tu vas croire que je suis obsédé par Glassman, mais il a aussi une vidéo très connue où où il parle de la route vers l'excellence. Et en fait, à un moment donné, il dit, bah voilà, si c'est des choix qui sont dirigés vers l'excellence, prenez-les au bout d'un moment, surtout dans une économie de marché. Je pense là, par exemple, à Montpellier, où il y a quand même de plus en plus de boxe. Bah, finalement, les choix qui sont orientés pour l'excellence, ça fera la différence entre vous et les autres. Et puis, tu as parlé beaucoup du honneur, des coachs et tout. Mais je dirais, franchement, des fois, même tes communautés, elles changent. Tu sais, au bout de 2 ans, elles changent aussi dans leurs aspirations. Et finalement, aussi, des fois, au-delà de la méthode, au-delà de la philosophie, il y a aussi le truc numéro un que quand, à mon avis, tu es honneur de salle, tu as quand même un truc, c'est que tu es quand même là pour aider les gens qui viennent s'entraîner chez toi à atteindre leurs objectifs à eux, tu vois, leurs résultats. Et donc aussi, quand tu as des changements à mettre en place, ça doit, même si des fois ils ne sont pas populaires, mais toute la question, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que vous voulez en tant qu'entité? OK, bah, moi, il faut que je mette ça sur la table. Et je pense que c'est un truc que les coachs, ils zappent souvent. Et notamment, bah, tu verras, on en reparle dans cette conversation. Moi, j'ai quand même
un certain problème avec ce qu'on appelle l'open gym quand c'est incontrôlé. Mais néanmoins, je trouve que, tu vois, ce qui se passe dans les salles affiliées, quand parfois tu as beaucoup de gens qui s'extraient, tu vois, du moins du haut de la boxe, pour ne faire que de l'open gym. C'est plutôt ça qu'il faut dire, tu vois, pour en fait ne s'entraîner que en dehors de la dynamique de groupe et du coaching, c'est surtout ça. C'est quand même aussi qu'à un moment donné, il y a un loupé ou il y a un décrochage entre ce que veulent, ou les résultats que cherche ce groupe de personnes et ce que toi, tu mets aussi sur la table en tant qu'honneur, en tant que coach pour le ramener, tu vois. Et du coup, voilà. Bref, on pourrait parler de ça à des heures, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Mais moi, j'aime pas trop CrossFit clapier. Je vais te dire aussi, je vais te dire pourquoi. J'ai fait une compète là, il y a 10 jours et j'avais pas du tout envie de la faire. On m'a forcé et je me suis fait rouler dessus par deux de leurs athlètes, tu vois. Donc, tu leur diras, tu vois, qu'il faut se calmer. Ça m'arrangerait, d'accord. Ils m'ont roulé dessus. Génial. Enfin, écoute, parfait. Encore une nouvelle fois, pour ressentir un petit peu la conversation, voilà, là où j'avais envie de t'emmener, même si maintenant on a un petit peu compris d'où est-ce que tu viens. Et je tiens à dire que j'apprécie vachement d'avoir entendu que tu avais un premier boulot qui n'avait rien à voir avec le monde du coaching, parce que très souvent, je pense que c'est aussi un très bon point, parce que quand tu n'as travaillé que dans ce monde-là, tu ne te rends pas compte des fois de la chance que tu as de être dans cet environnement. Alors quand tu as eu un vrai métier, tu vois, avec un chef de chantier ou un patron, tu vois, qui te casse la tête, ou mal au dos, ou rentrer dégueulasse chez toi, ou ce genre de truc, là, souvent, tu savoures mieux, tu vois, mine de rien, la belle opportunité que tu as de faire cette profession, tu vois. Peu importe que tu aies une salle ou pas, que tu fasses du PT, que tu fasses des stages, on est pas mal lotis, tu vois. Quand on le fait bien, on est pas mal lotis. Mais On a vachement de chance. Désolé de te couper, je veux rebondir dessus parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Du fait que je réalise tous les jours que j'ai énormément de chance de faire ce que je fais. Et plus les jours et les semaines et les mois avancent, et plus je me dirige vers des activités qui me passionnent. Et du coup, de pouvoir vivre de sa passion, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Je le souhaite à absolument tout le monde. Et je pense aussi que c'est un métier qui requiert cette passion. Parce que surtout dans les premières années, c'est rarement facile. Et c'est rarement facile pour des raisons différentes que les métiers de chantier ne sont pas faciles. Mais si tu as vraiment la flamme et si tu as vraiment envie de le faire et si tu es vraiment là pour t'améliorer toi et pour aider les gens autour de toi, à terme, ça va payer, c'est clair. Si tu es bon dans ce que tu fais, c'est clair parce que tu peux avoir toute la passion du monde. Si tu n'es pas compétent, malheureusement, ça va être compliqué. Mais si tu peux être compétent, passionné et passer ces premières années difficiles, c'est vraiment un très beau métier. Et comme tu l'as dit, on a de la chance de le faire. Et voilà, encore une fois, je souhaite à tout le monde que vous puissiez vivre de votre passion. C'est quelque chose d'assez spécial. Et je ne pense pas qu'on devrait vivre autrement. nice. On va bien s'entendre, toi et moi. Crois-moi, si tu picoles un peu, on va vraiment bien s'entendre. Et quoi, donc, du coup, reprenons. Donc, en termes d'entraînement, tu vois, voilà, j'avais déjà entendu parler de toi, j'avais déjà entendu tes podcasts plusieurs fois. Comme je t'ai dit, mon collègue Jean-Marie Pioche, JM, avec qui tu as fait un épisode, je le salue au passage, j'avais écouté un peu votre contenu. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment finalement tu as su créer ta pertinence, tu vois, du moins ce qui a l'air d'être le cas, par rapport à l'amélioration du coup des capacités on va dire, des athlètes au travers du travail que tu leur fais faire sur les ergos. C'était quoi ton constat de base? C'est quoi qui a dirigé un peu ta pensée et ton travail? Ça a commencé quand je me suis inscrit sur la Classroom de Training Think Tank, il y a de ça 2 ans et des patates. Et je me rappelle, je m'étais bloqué le dos et c'était pendant le premier confinement, si je ne me trompe pas. Je me bloque le dos. Du coup, je passe 2 semaines couché sur le canapé à ne pas pouvoir bouger et je regarde toute la Classroom en boucle. Et je crois que j'ai regardé la présentation de Evan sur la technologie du NIR, qui est le Near Infrared Spectroscopy, ce qui veut dire la spectroscopie au proche infrarouge. Et j'ai regardé sa présentation 3-4 fois, où il passe un peu en revue le modèle bioénergétique qu'on connaît tous, avec les différentes filières et leurs activations dans le temps, etc., leurs contributions énergétiques. Et ça m'a happé, on va dire. Je suis tombé dans le trou et j'en suis toujours pas ressorti. C'est quelque chose qui m'a d'entrée de jeu fasciné. Et à partir de ce moment-là, je me suis simplement plongé dans tous ces concepts de physiologie de l'exercice, si tu veux, et des sciences du sport. Et voilà, j'ai juste continué à creuser, creuser, creuser.
Et je sens que je ressors. Alors, je vais continuer à creuser parce que je pense que je ne sais pas si je veux dire que je suis fait pour ça, mais c'est vraiment quelque chose qui continue à me fasciner. Et du coup, je sais que ça veut dire continuer dans cette veine-là. Donc, je vais continuer. Mais en même temps, j'émerge, on va dire, après 2 ans de recherche acharnée là-dedans, avec, je pense, des concepts qui sont assez généraux quand on parle de conditionnement et qui peuvent s'appliquer du coup à tout type d'athlète. Parce que eh ben, si on pense à la préparation sportive et surtout compétitive. Alors, je parle aussi du côté santé, mais je dirais que du fait simplement des personnes avec qui je travaille, je suis un petit peu plus axé sur le côté performance. Et je pense à un moment donné, on a oublié que sur la pyramide de préparation physique, il y avait une case qui s'appelait PPG, préparation physique générale, tout en bas. Et en dessus, on a la préparation sportive spécifique. Et tout en haut, on a la compétition sportive, si on veut simplifier avec 3 niveaux. Et le constat que je fais en tout cas, c'est que de manière générale, hein, c'est pas que le CrossFit, c'est assez transversal sur d'autres sports aussi. C'est que tout le monde passe tout son temps dans la case du milieu, dans la case spécifique. Et donc, du coup, la question, c'est toujours, ouais, mais si je fais tel exo, il faut que ça se transfère sur mon sport, donc il faut que ce soit spécifique, donc il faut que le pattern de mouvement soit le même, il faut que le blablabla. Bla, bla, bla. Alors oui, je suis tout à fait d'accord. Si tu veux être meilleur dans ton sport, il faut que tu accumules du temps, du volume, du travail de qualité. Mais la base de soutien de tout ça, ça reste la préparation physique générale. Et au niveau du conditionnement, il y a un trou assez énorme dans la majorité de la préparation d'athlètes, de manière, encore une fois, très générale et transversale sur plusieurs sports, qui demande à être comblé. Et donc, c'est un petit peu là-dessus sur ce créneau-là que je me suis calé, si tu veux bien, ou en tout cas, c'est le trou que j'ai pu venir combler avec toutes ces recherches, au travers de ces recherches et des différentes compétences que j'ai pu développer en cours de route. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Je pense, bon, il y a plusieurs trucs. En ce qui concerne le CrossFit, déjà, première chose, même si là, de fait, avec des gens qui sont compétiteurs, je pense en vérité, là, par rapport au modèle, tu sais, par rapport à la méthodo, en fait, la recherche de performance, en vérité, elle est la même pour tous. Enfin, c'est-à-dire que ton but, quand même, peu importe que tu sois un athlète de loisir, du quotidien ou compétitif, ton but, quand même, au travers du temps qui passe, c'est de te développer au maximum. Je dirais simplement que la différence entre un athlète compétitif ou professionnel, on va plutôt faire ce distinguo-là, parce que tu peux faire de la compétition sans être un athlète professionnel, mais elle est plus dans l'un des modèles de CrossFit qui parle, tu sais, du fait que ta santé et ta condition physique sont finalement vont dans la même direction, sont sur le même spectre, et que donc, quelque part, si tu es en meilleure santé, tu es plus fit, si tu es plus fit, tu es en meilleure santé, et que ça crée une vraie protection. Je pense simplement quand tu es un athlète professionnel, on va dire ton intégrité physique, dans une certaine mesure, n'est plus ta priorité numéro un. Et c'est ça peut-être la différence avec un athlète du quotidien ou même ce qu'on appelle un weekend warrior qui a envie de cartonner pendant les throwdowns. S'il est smart, après chacun fait ce qu'il veut, il mettra quand même son intégrité physique, tu vois, au premier plan et ensuite la perf. Donc au final, cette recherche, c'est la même pour tous. Après, je pense que ce que tu dis vis-à-vis du CrossFit, c'est quand même particulièrement pertinent parce que il y a plein de constats qui disent qu'effectivement, on est tellement versé dans le spécifique, même au niveau des blessures, etc., machin, que du coup, les mecs se pètent. Mais en plus, ce qui est plus particulier, c'est que avec l'émergence du sport de CrossFit, les mecs ont perdu de vue qu'à la base, le CrossFit, c'était une méthode de préparation physique générale, à la base. Donc, le but, c'était d'aider d'autres mecs à performer dans leur sport. Avec moi, c'est l'argument que j'utilisais, de dire, bah, mine de rien, quand tu t'entraînes avec ton coach de boxe, de nage, de machin, il y a quand même toute une partie du temps qui va passer avec toi à développer ta condition physique, entre guillemets, ton fitness, avant de pouvoir le réorienter. Ce que je te propose, c'est de tenter une autre approche qui va te consommer moins de temps, parce que c'est aussi l'avantage très souvent du CrossFit, et qui va te laisser peut-être, finalement, si ce n'est pas plus de temps pour ton entraînement spécifique, au moins plus de qualité ou sans avoir besoin d'être dans cette recherche de développement de capacités physio. Maintenant, tu prends ça. Alors, pour un nageur, du coup, pour un combattant, il va vite le comprendre parce que les choses, dans leur expression athlétique, c'est tellement différent. Mais tu prends un athlète de CrossFit, lui, c'est pire parce qu'il a fait de sa préparation physique, finalement, sa préparation quelque part aussi spécifique. Et il la biaise, en fait, en faisant ça. Et je t'avouerai que ce truc de merde, là, qu'on appelle un téléphone, je pense, n'a rien arrangé. Tu vois, n'a rien arrangé dans le sens où si tu réussis une difficulté en gymnastique,
Tu vois, tu passes une rampe, je sais pas, on marche sur les mains, tu fais un muscle-up, etc. C'est cool, c'est un contenu consommable, tu vois. Et une nouvelle fois, je fais encore le distinguo entre les athlètes pros et les autres. Tu vois, parfois, si tu fais de la compète, c'est aussi parce que c'est cool, quoi. Ça fait du bien à l'ego, tu es content de montrer tes progrès, tu es content de montrer ce que tu fais. Et que donc, paradoxalement, la gym, la force, l'haltérophilie, les sports de lancer, malheureusement, les crossfitters ont oublié que ça faisait partie des exercices à bosser, mais en théorie, ça devrait être dedans. En tout cas, tous ces trucs-là, tu vois, c'est consommable. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais une vidéo, ça dure 20 secondes, paf, regardez ce que j'ai fait. Puis même toi, par rapport à tes progrès, notamment l'haltérophilie, c'est ouf, tu arraches de plus en plus lourd, tu es content, etc. Par contre, le dicton qui dit là, sur la plage, on ne voit pas la taille de ton cœur ou de tes poumons, ça, c'est des trucs facilement, tu peux passer à côté parce que c'est long, c'est ingrat, que souvent les gens ne réalisent pas, surtout dans le monde du CrossFit, je pense. Mais souvent les gens ne réalisent pas la performance que ça représente. Tu vois, là, on vient de revoir, là, tu as Kipchoge qui vient de refaire un marathon quasiment en 2 heures. C'est une information qui passe comme ça en filigrane. Les mecs se rendent pas, enfin, souvent, on ne se rend pas compte, tu vois, de ce que ça veut dire. Moi, je dis souvent, quand je donne même le level 1, je dis, écoutez, pour vous réaliser quand même ce que c'est que le niveau de performance d'un mec comme Eliud Kipchoge, on va là dehors tous, on fait un 400 mètres sur une piste. Ok, non seulement Eliud Kipchoge il nous tape, mais en plus, il va continuer à courir au même rythme pendant 42 bornes. Voilà. Pendant que nous, on sera en PLS sur le côté et on aura qu'une seule envie, c'est de se rasseoir. Et donc, ça ne m'étonne pas en fait que tu aies identifié ce trou chez tous les athlètes qui, peu importe après leur statut, mais qui ont envie de performer. Et je crois aussi que tu vois, on parlait aussi du coup du format, tu sais, des cours. Et on va bien se dire aussi une autre vérité, c'est quand dans ta salle affiliée, un cours qui va durer, un entraînement à haut qui va durer 20 minutes ou plus, ça rentre déjà dans un spectre, tu vois, qu'on va considérer comme long. Donc, on dit souvent, même moi le premier, hein, je dis souvent ce qui fait la beauté de la méthodologie CrossFit, c'est que vous passez beaucoup de temps. On va pas rentrer dans les termes trop techniques parce que tout le monde ne va pas les comprendre, et peut-être moi le premier d'ailleurs, dans les gens qui nous écoutent, mais en tout cas, dans l'intervalle à haute intensité, les efforts qui brûlent, qui vous cassent la bouche, vous allez fréquemment dans les efforts qui sont très courts, dans lesquels vous soulevez lourd ou alors vous êtes très puissant, et vous devez aller ponctuellement dans les efforts qui sont plus longs. Mais ce ponctuellement, quand maintenant tu sais qu'on va considérer un WOD de 20 minutes comme étant long, tu as compris que ce ponctuellement, en plus, il est biaisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Structurellement, en fait, dans ta salle affiliée, oui, aujourd'hui, on va travailler sur l'oxydatif, on va se travailler pendant 24 minutes. OK, ça peut être suffisant, hein, je ne dis pas le contraire. Mais du coup, on manque aussi véritablement tout un pan qui fait que dès qu'on va te dire, OK, on fait un semi-marathon au rameur ou on fait un marathon au rameur, les gens te disent, mais pourquoi tu vas faire ça? En fait, parce que c'est partie de la méthodo, au même titre que de faire un RM de snatch ou de back squat. C'est juste aller à l'extrémité de ce qu'on peut faire. Donc, c'est cool. Bon, et donc, alors, et comment tu fais? Enfin, sans entrer trop dans le détail, mais du coup, c'est quoi ton axe? Comment tu bosses avec les athlètes? Alors, à l'heure actuelle, si on se centre un peu sur le CrossFit, parce que comme ça parlera un petit peu au public, ou en tout cas de manière un petit peu plus précise. Si on pense on va parler des 3 ergos en priorité, la course à pied, on pourra revenir dessus si c'est pertinent ultérieurement. Mais si on prend bike erg, ski erg et rameur, à l'heure actuelle, à mon avis, en fait, tout ce qui manque, c'est que les compétiteurs, et pro ou non, mettent autant de travail et de précision sur ces ergots qu'ils le font déjà sur l'haltéro et la gymnastique. Ils ont compris que s'ils veulent performer en compétition, s'ils veulent performer en CrossFit, il faut que tes levées soient propres. Il faut que tu puisses le faire bien. Il faut que tu aies les prérequis, la mobilité pour te mettre dans ces positions. Il faut que tu aies la force pour effectuer ces mouvements, la technique. Donc ça, c'est extrêmement important. En gymnastique, le travail technique également, je veux dire, peu importe le niveau, CrossFit en termes de sport, de compétition, ça a tout à faire avec l'efficience de mouvement. Il faut que tu bouges bien et il faut que tu puisses le faire de manière répétée dans le temps. Il faut que tu puisses ensuite bien récupérer et le refaire encore et encore et encore. Et je pense, à mon avis, en tout cas mon constat, c'est qu'on ne met pas autant l'accent sur le développement technique sur ces ergos, par exemple le rameur et le ski. Et ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des gens laissent entre 10 et 40 watts, si on parle en rendu de puissance, sur la table, simplement du fait qu'on tire n'importe comment. Et donc, si je te disais, là, ton snatch, tu fais ton arraché, tu fais n'importe quoi, tu as facilement 5 ou 6 kilos de plus,
eh ben, tu peux être certain que cette personne, elle va prendre le temps qu'il faut avec une barre vide, faire le travail, faire ses montées en gamme, travailler peut-être avec des pourcentages un petit peu plus bas pendant une période de temps pour ensuite aller chercher, grappiller ces 5-6 kilos qui sont là. Ils sont juste pas accessibles parce que le lever, il n'est techniquement pas optimal pour y arriver. Et le constat, du coup, il est le même pour le ski et le rameur. Donc, ce que je fais quand je commence à travailler avec un athlète ou une athlète en indiv, c'est que déjà, on va avoir un développement technique sur ces ergos-là. On va avoir assez peu de volume et aucune intensité en fait, parce que déjà, il faut savoir bouger avec avant de pouvoir C'est se bien ça. lancer. Hein? Ça me plaît bien ça. Aucune Ouais, intensité, ça. c'est pas mal. C'est pas... Alors, aucune intensité sur le rameur et le ski. Par contre, on a un super outil qui est le bike erg. Et à mon avis, c'est l'opportunité idéale pour faire du développement, si on veut, des qualités physiologiques de conditionnement pur sur le vélo, du fait qu'il n'y a pas de contraintes techniques. Donc, on n'a pas besoin de penser à notre forme, de penser à notre position, de chaque coup se dire il faut pousser avec les jambes, il ne faut pas tirer avec les bras. Parce que dis-toi que si tu fais 30 minutes de rameur à 20 coups minutes, c'est 600 coups que tu as tiré. Et donc, si tu as fait n'importe quoi, c'est 600 coups. Imagine 600 répétitions en arraché où tu as fait n'importe quoi, l'impact que ça va avoir sur le long terme, sur ta technique de manière générale qui va continuer à se dégrader. Et on parle même pas de la forme sous fatigue. Donc, je pense que de manière générale, sur ces ergos, il y a une grosse opportunité de développement de base sur le vélo et du travail technique extrêmement simple parce que les parallèles entre l'haltéro et le rameur, il y en a 1000. C'est essentiellement les mêmes principes fondamentaux. Tu veux pas les hanches qui montent en premier. Tu veux pas perdre ta stabilité au niveau de la sangle. Tu veux utiliser tes jambes. Tu veux pas tirer avec tes bras en premier. Tu veux terminer avec tes bras après une poussée qui soit dynamique et en accélération. Je veux dire, c'est tout pareil. C'est tout pareil. Si tu sais coacher l'haltéro, tu sais coacher le rameur. Mais il faut prendre le temps et il faut le faire bien. Donc voilà, pour l'instant, c'est ces textes que je développe avec les athlètes que je suis en conditionnement. La course à pied, c'est pareil à mon avis. Il faut commencer avec un peu moins de volume, un petit peu moins d'intensité et construire gentiment le chapiteau. Et on peut arriver à de belles choses dans des laps de temps de l'ordre de 2, 3, 4 mois. Encore une fois, avec assez peu d'efforts. Alors je sais que on aime bien l'effort dans le CrossFit. Et je sais que des fois, quand je dis que c'est tellement facile que tu devrais pouvoir le faire toute la journée, mais qu'après, les crossfitters qui aiment bien faire un triple friend un vendredi après-midi juste pour s'amuser, ils vont venir vers moi, ils vont dire putain, j'ai passé 40 minutes sur le bike, j'ai mal aux fesses. Je vais dire allez, arrête, c'est bon. À un moment donné, le poison, il faut le choisir. Et je pense que c'est vraiment accessible à tous et à toutes et que tout le monde a à y gagner, on va y arriver. Avec une approche assez simple au final. C'est rien de révolutionnaire, c'est juste voilà, peut-être se recentrer un petit peu et se dire ben, ces ergos-là, ce n'est pas juste des machines où on s'assied, on tire comme des bourrins quand on est fatigué, c'est des compétences techniques à part entière qui méritent leur travail et si on met une fraction même de l'attention qu'on donne à l'haltéro et à la gym sur ces ergos, eh ben, il y a un potentiel de développement qui est considérable pour la grande majorité des personnes. Je pense ça, c'est assez clair. Moi, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion de t'entraîner. Maintenant, c'est ta spécialité, mais quand tu es un athlète de CrossFit, tu t'entraînes avec un mec, par exemple, qui vient de l'aviron. Voilà. Le gars, il peut être galbé comme un trombone, enfin, mais il va se poser, il va tirer sur l'ergomètre et il va le faire monter à des niveaux. Tu parlais de watts, on peut parler de calories par heure, parce que les crossfitters travaillent souvent avec ça comme point de repère dans les WOD. Et des niveaux, en fait, moi j'ai eu la chance de m'entraîner quelques fois avec un mec qui s'appelait Fred Kaplan, qui a fait un ancien de l'aviron, qui a fait entre 7 et 10 fois les championnats de France, donc pas non plus un mec extraordinaire, tu vois. Mais tu le foutais sur un ergomètre, tu voyais en fait juste avec justement la technique, tu disais mais qu'est-ce qu'il fait cette cigogne, tu vois, comment est-ce qu'il tire comme ça là-dedans. Et en plus, il faisait du Krav Maga, le mec. C'était pareil, c'est pas un grand combattant, mais il te mettait la main sur le trapèze, il pouvait t'appuyer, il te mettait la gueule par terre en 4 secondes. Et oui, effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Et puis, je fais plein de transferts. Moi, j'explique souvent, par exemple, sur l'haltérophilie, que moi, je déteste les échecs. Pour moi, un échec en haltérophilie, ça doit représenter maximum 3 à 5 de ta séance, dont tu as droit à une barre que tu fails. Mais j'ai toujours, parce que qu'est-ce que tu as envie de faire, en fait? Si tu peux toujours insister sur la barre, je ne dis pas que tu vas pas la passer. Je serais quand même curieux de voir comment tu vas la passer, première chose. Et qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas apprendre à ton corps à mal bouger? Tu vas automatiser un mauvais geste ou est-ce que tu vas apprendre à bien bouger? Et j'avais jamais fait le parallèle avec, avec l'ergomètre.
Ou pour le coup, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux comme toi. Tu vois, donc l'approche japonaise de il faut répéter 10 000 fois un mouvement pour l'encoder, ça me parle bien. Et je me dis, ouais, mais ça, du coup, sur le rameur, si tu fais un geste de merde, très rapidement, tu peux arriver à ce total de 10 000. Et donc, très rapidement, tu peux te retrouver à développer des schémas qui sont nuls. Et moi, je le vois aussi avec les athlètes auprès de qui je m'entraîne, même si j'en entraîne très peu à l'heure actuelle. Au moins, des fois, on s'entraîne côte à côte. Sur l'ergomètre, peut-être encore pire parfois que sur l'haltérophilie, quand l'athlète il a mal compris le geste au départ, c'est très compliqué souvent pour eux de retrouver une mécanique plus saine. C'est assez. Donc c'est cool. Si tu fais ce travail-là, ouais, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Nice. Et puis, je pense qu'il y a l'aspect supplémentaire de se dire que, alors, on sait que voilà, toutes les compétences physiques et physiologiques sont transversales, mais vraiment l'impact qu'a un travail de fond sur les ergos, sur le reste de ta capacité de travail au final, qui est extrêmement importante surtout pour les compétiteurs dans le CrossFit, dans le sens où si tu veux être très très bon dans ce sport qui requiert une panoplie de compétences techniques, il faut que tu aies une capacité de travail qui soit considérable pour justement simplement avoir assez de temps et d'opportunités de faire des reps, d'engranger ces compétences et de travailler le volume nécessaire pour y arriver. Et du coup, ce que je vois, en tout cas, ce que je constate avec le travail que je fais et avec des personnes simplement qui l'ont mis en place sans nécessairement que je les encadre, hein, parce que, encore une fois, c'est du travail qui est extrêmement accessible à tous, il faut juste le faire. Et peut-être la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de gratification instantanée avec ce genre de travail parce que c'est du travail de moyen à long terme. Déjà, si on parle un peu physiologie sur le vélo, eh ben, les adaptations que tu vas rechercher avec du travail de basse intensité, c'est des adaptations qu'on dit structurelles. C'est-à-dire qu'on va changer ce qui se passe au niveau de la structure des fibres musculaires en elles-mêmes. On va avoir plus de capillaires, plus de mitochondries, donc les petites usines à énergie, si on veut bien, qu'on a dans toutes nos cellules musculaires. On a le cœur aussi, on a tout ce qui est de la vasodilatation, donc le système vasculaire. Toutes ces choses-là, c'est des structures qu'on doit changer et ça ne se passe pas en 2 semaines. Et donc, il faut être confiant que le travail que tu fais va payer. Et en général, ce que je vois, c'est que 8 à 12 semaines, c'est le temps qu'il faut pour voir en fait ou ressentir ces progrès. Et ça ne manque pas. À chaque fois, c'est les mêmes retours que j'ai. C'est je tolère plus de volume d'entraînement. Quand je fais de l'intensité, je pousse encore plus fort qu'avant. Quand je fais de l'intensité, je récupère beaucoup plus vite qu'avant. Même entre mes mouvements d'haltéro, je récupère plus vite. Du coup, je peux faire plus d'entraînement de manière générale. Du coup, eh ben, j'ai plus de chances de m'entraîner et de continuer à m'améliorer dans tout ça. Donc, je pense que pour ces deux raisons-là, une étant, il faut qu'on respecte les ergos pour ce qu'ils sont et qu'on leur donne le même focus que les autres compétences techniques dans le CrossFit. Et également, le transfert que ces ces adaptations physiologiques peuvent avoir sur le reste de notre entraînement et de notre personne, hein, de notre organisme et la machine qui nous permet d'effectuer tout ça, la machinerie si on veut bien. Je pense que voilà, on a tout intérêt à s'y attarder un petit peu. Et même par rapport à l'endurance, au volume de travail, je pense que tu peux même pousser plus loin le transfert, dans le sens où c'est bien si le mec s'entraîne mieux, mais c'est même la compétition de CrossFit en elle-même. Autant le CrossFit, c'est Bien du sûr. travail relativement court, et plus la compète que tu vas faire, je vais essayer de dire ça poliment, elle est de dimension petite, avec les moyens que ça implique, plus le type de WOD et le type d'effort que tu vas faire va être court. Mais par contre, si tu raisonnes à l'échelle plutôt macro, tu prends un peu de hauteur, finalement, une compétition de CrossFit, c'est une véritable épreuve d'endurance, tu vois. Pendant Bien 2 sûr. à 3 jours, grosso modo, enfin, du moins en journée, toutes les 3 heures, on va te demander de tamponner et de te rentrer dedans. Et du coup, tu as ta première journée, c'est sûr, mais qu'est-ce qui reste? Tu vois, quand tu es peut-être, tu as des fois sans compter que dans les compètes de petite dimension, ils n'ont pas peur de mettre du volume malgré tout, en termes de nombre d'events. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es à ton 8e, à ta 9e épreuve sur l'intégralité de 2 jours? Donc, c'est vraiment intéressant. Et on m'a dit aussi, parce que là, on parle du programme, le côté physio, etc. Moi, je te dis, c'est pas que j'ai pas de respect pour les programmateurs, puisque je programme un peu, mais je sais que la vérité du boulot, elle est pas là, tu vois, elle est dans le coaching. Et on m'a dit quand même que malgré la distance, tu vois, bah, tu laisses coacher vraiment les athlètes que tu encadres. Pour le coup, là, je prends l'exemple de Célia, mais j'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Et que du coup, à chaque fois, quand tu leur envoies une séance, tu leur demandes leur ressenti, etc. Comment tu fais, toi? Ça peut intéresser peut-être d'autres personnes qui font de la prog à distance. Comment tu fais pour réussir à créer un lien qui est quand même finalement, il a l'air d'être assez personnel,
avec des gens avec lesquels sinon tu as interagi, mais à distance? Ouais, c'est un gros challenge, je te le cache pas. Et dans le passé, j'ai eu pas mal de clients à distance qui étaient en général pas nécessairement des compétiteurs. En partie, c'était mes clients que j'avais au Canada en présentiel et du coup, ils voulaient pas aller s'entraîner avec quelqu'un d'autre. Je leur ai dit: «S'arrêter, c'est pas une option, donc c'est soit je trouve quelqu'un d'autre et tu continues ici, soit on continue à distance». Ce que j'ai fait pendant un certain temps, mais c'est vrai que c'est assez dur de garder le rythme, surtout si tu travailles avec des gens qui n'ont pas de motivation ou peu de motivation intrinsèque. Et donc, ce que je retrouve maintenant avec les compétiteurs, c'est que j'ai pas besoin de leur dire: «Allez, va faire ta séance, c'est important», et cetera. C'est si Célia, elle fait pas une des séances, c'est parce qu'elle s'est beaucoup entraînée cette semaine-là ou elle avait des déplacements et du coup, ça rentre simplement pas dans la charge de travail pour qu'elle puisse l'assimiler. Et de ce côté-là, c'est pas un souci. Et donc, ce que je fais avec les quelques athlètes avec qui je travaille, parce que c'est pas quelque chose que je fais avec beaucoup de monde et je vais certainement pas l'étendre à beaucoup de monde pour garder, pour maintenir cette qualité. Je pense que à distance, c'est difficile et donc ça demande pas mal de communication. Donc, je demande beaucoup de retours, comme tu l'as dit, aux personnes avec qui je travaille. Parce que le programme, en fait, c'est la partie facile. Écrire un truc sur papier, tout le monde peut le faire. Mais après, et on le sait, toute personne qui a écrit une séance même pour une classe, pour un WOD, tu sais que ça ne se passera jamais exactement comme tu l'as écrit. Et que, en fait, toute la magie est dans l'ajustement de la séance selon les contraintes que tu as rencontrées ou selon les besoins du jour, selon la forme du jour de l'athlète. Et ça, je pense, plus tu travailles avec des niveaux d'athlètes qui sont hauts, et plus c'est très très important de faire en sorte que chaque séance soit la bonne séance pour la personne sur ce jour-là. Et quelque chose que tu avais planifié le lundi, en toute bonne foi et avec toute la bonne volonté du monde, et ben, peut-être que tu arrives le vendredi et la séance que tu avais planifiée, ben, c'est plus la bonne. Et du coup, eh ben, il faut ajuster. Donc, comme tu l'as dit, je donne beaucoup de descriptions et de précisions sur les exercices que je demande ou les séances que je vais mettre en place. Et je demande toujours le retour en termes de ressenti, simplement sur une échelle de 10. Parce qu'il y a trois choses qui nous importent si on veut bien quand on parle de juger de la qualité d'un entraînement de conditionnement. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un monsieur qui s'appelle Steven Seiler, qui est très connu dans le monde de l'endurance. Et il parle des 3 P. Et donc, on a la performance, on peut parler des watts par exemple en termes de rendu de puissance. On peut parler de physiologie, donc par exemple la fréquence cardiaque, et la perception, et donc par exemple le RPE. Et donc, si tu as alors au minimum une des trois, idéalement deux, voire trois, eh ben, tu peux vraiment juger de l'efficacité de la séance parce qu'il faut savoir que quand je planifie des séances, il y a toujours un objectif derrière. On sait qu'est-ce qu'on va travailler et pourquoi. Et on a toujours un RPE qui va être associé à ça parce qu'on sait quel type d'intensité on va vouloir mettre. Et donc, si le ressenti il est complètement en dehors des cases par rapport à ce que moi j'avais planifié, eh ben, je sais que ça c'est le signal pour moi que je dois majorer vers le bas ou réajuster ce que j'ai planifié parce que ce n'était pas approprié. Donc, voilà, pour une réponse courte à ta question, je le fais aussi bien que je peux, mais c'est un gros challenge que je prends volontiers, hein, mais je pense que c'est un gros challenge de le faire bien au niveau individuel. Et c'est pour ça que je ne fais pas d'entre-deux. J'ai des progs que les gens peuvent prendre et faire de leur côté. Ou Et alors je bosse avec toi en indiv et je vais être sur ton dos et tu vas devoir m'envoyer des vidéos, des photos, etc. Et ça va être beaucoup plus d'implication. Mais je pense que l'entre-deux, en tout cas, il est personnellement, c'est pas pour moi, c'est pas la meilleure manière de travailler. Il y en a certainement qui le font bien. Moi, j'arrive pas. Donc, c'est soit full indiv, soit assez général. c'est cool, 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 cool. Bon, écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal en termes de temps. On s'est bien démerdé. Comme ça, Ah, on a on n'est pas tenu quand même. On a complètement, tenu. ouais, on n'est pas complètement parti en sucette, donc ça va. On aura l'occasion. Mais je pense que là, les mecs qui vont écouter le podcast ont compris qu'il y avait de la matière, tu vois, et de la passion chez toi. Et ça, c'est vraiment top. Il me semble que tu as dit tout à l'heure que tu étais sur Paris dans les jours à venir. Tu vas être où exactement? Ouais, donc le week-end prochain, il y a le FITEX à Paris. Ok. C'est au parc Floral, si je ne me trompe pas. Exactement, ouais, au Parc Et Floral. c'est ça, ouais. C'est le 7-8 heures, donc vendredi, samedi, dimanche. Et du coup, j'ai eu l'honneur d'être invité par Incept, qui est donc le revendeur Concept 2 en France, et en collaboration avec Eleco et la Fédération française d'haltérophilie et de musculation, si je ne me trompe pas. Ils font un petit workshop samedi après-midi. C'est ergo et haltéro.
Donc, pour tous ceux et celles qui veulent peaufiner ces beaux mouvements-là dont on a parlé aujourd'hui, qui sont extrêmement importants, eh ben, voilà, il y a un petit workshop le samedi après. Moi, je serai aussi, tu m'as dit que tu seras là, donc j'espère qu'on pourra se voir le vendredi et le samedi. Je serai dans les parages. Donc, au plaisir de rencontrer un petit peu tout le monde et puis eh ben, voilà, de tenir ce petit workshop où on va toucher essentiellement, ben, moi en tout cas, ma partie, ce sera technique rameur, technique ski. Et je pense que le mariage avec l'altéro, c'est vraiment super parce que, encore une fois, il y a des concepts, des principes fondamentaux qui se transfèrent complètement d'une discipline à l'autre. Et du coup, je vais utiliser un discours qui va être très haltérophile, si on veut bien. Ce qui fait que quand les gens passeront d'un workshop à l'autre, parce que l'idée c'est de faire ben, ton workshop altéro, puis après de venir faire ton workshop ergo ou vice-versa, ben, les gens ne seront pas perdus et tous les repères qu'ils auront eu en altéro, ben, ils pourront les transférer sur la machine et je l'espère, ben, voilà, gagner quelques watts. Si je peux te faire gagner quelques watts, ça me fait plaisir. Ça me fera pas de mal. Moi, je veux gagner quelques kilos sur mon haltéro et perdre quelques kilos à ce niveau-là. Tu vois, donc passer un peu de temps sur les ergos, ça m'ira bien. Mais en tout cas, c'est noté pour le FITEX 7, 8, 9 octobre. Ouais, moi, le 7, c'est sûr que j'y serai parce que j'accompagne Julian Festor qui appartient, c'est qui s'occupe de CrossFit France. Il intervient sur un panel de conversation. Donc, moi, je suis là pour les comments, tu vois, comme sur Instagram. Et je rôderai un peu. Et samedi, écoute, tu viens de faire un émule. Je vais aller remplir le formulaire d'inscription et je vais m'inscrire pour aller apprendre à ramer et à skier de manière Yes, un super. peu Bah, écoute, ce décente. sera un plaisir de bosser avec Et, toi. et je t'amènerai peut-être une guest. On va voir. Je vais essayer de négocier. On va essayer de trouver ça. Super, ça me plaît. J'aime, ça me plaît. Ça marche. Écoute, vraiment, merci pour ton temps parce que je t'ai pris au pied levé et que je vois que toi, comme moi, tu fais partie de la communauté ce que moi j'appelle les fitness gypsies, c'est-à-dire quand tu es toujours sur les routes et que tu n'es pas souvent chez toi et tu t'entraînes un coup là, un coup là, un coup là. Donc, je sais ce que c'est. Et voilà. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour le stage à CrossFit Rive Droite de la semaine prochaine. Enfin, de demain, pardon, je te dis des bêtises de demain. Ouais, je ne doute pas que tu vas kiffer, hein. Toulouse, en France, c'est peut-être la Mecque du CrossFit par excellence en termes de ville. Donc, je pense que tu devrais bien t'éclater. Je me réjouis. Merci à toi, Elie. En tout cas, c'était vraiment top bah, d'avoir ce petit échange, d'apprendre à te connaître un petit peu et comme on a dit, à vendredi prochain. Ça marche.